bonjour, bienvenue à vous tous pour ce nouvel opus de En Bref. Ce sont des rendez-vous, comme vous le savez, assez fréquents que l'on organise avec Éric Landau et son cabinet Landau et Associés autour de l'actualité juridique. Et aujourd'hui, bonjour Éric d'abord. D'abord, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, Éric, tu souhaitais réagir à une question comme ça qui te titille. Il y a des enjeux environnementaux, ça on l'a bien compris. L'urgence est donc de décloisonner en quelque sorte les services et les dossiers. Il faut assurer cette fameuse transition écologique, c'est une urgence. Tout le monde est prêt, ou presque, et en convient, et tout le monde est plus ou moins mobilisé. Est-ce que tout va bien en termes de mobilisation? Tout le monde est mobilisé, mais pas forcément si bien que ça, je m'explique. Ok. La transition écologique, en fait, elle doit être perçue comme une urgence, mais comme une contrainte, un truc qui nous tombe dessus, et qui est un truc technique, tu vois, où chacun va bosser dans son silo. Alors c'est vrai, hein, tout ça, hein, mais ça conduit un peu parfois à subir au lieu d'agir. D'ailleurs, nous-mêmes, en tant que citoyens, parfois, on est stressé sans pour autant avoir le courage d'agir. Alors, on nous dit qu'il faut faire une stratégie numérique responsable. Ça, c'est la loi de 2020, 2021-1485, le décret 2022-1084. Ah, on s'adapte et on fait une stratégie numérique. On a des obligations pour la commande publique. Il faut réutiliser, je sais pas, des pneus réchappés. Il y a des règles particulières sur les cabanes de chantier. On le fait. Pour utiliser des matières recyclées, décret du 9 mars 2021. On le fait. Mais il y a un petit côté, si tu veux, loi Egalim, très pareil. Mais il y a un Ouais. petit côté, tu vois, en silo et ça nous tombe dessus. C'est bien, on le fait tous, voilà. Simplement, ça trouve très vite ses limites parce que les enjeux environnementaux imposent, à mon sens, et plus je fais des missions, plus je suis en collectivité, il me semble qu'il faut sortir de cette éthique cloisonnée. C'est ce que me disent énormément d'agents des collectivités ou de l'État avec qui j'échange. Ouais. Moi, ça me fait aïe comme ça dans l'oreille, le terme de décloisonnement aussi. Celui-là, on l'entend depuis des lustres et la nuit des temps. Est-ce Oui, il y que a un petit toi, tu es côté, tombé? Ouais. lieu commun, c'est vrai, mais je crois qu'il est vrai ce lieu commun pour une fois. Bon, ok. Donc, sans doute. Est-ce que tu es tombé sur des décloisonnements qui marchent en quelque sorte? En tout cas, des décloisonnements indispensables et qui marchent, oui. Je vais Hmm. prendre un exemple. On parlait de la stratégie numérique responsable, ça nécessite d'associer les techniciens et les juristes de manière totalement transversale et de repenser des tas de choses. La localisation des bâtiments, la politique de télétravail, tout ça, c'est lié à la stratégie numérique responsable. Je vais prendre un exemple plus bête. Et plus net surtout. Tout le monde fait des schémas de promotion d'achat public socialement et écologiquement responsable, les SPASER, c'est obligatoire, tout va très bien. Et nous, on en accompagne. On voit bien, quand on a un document qui se vide juste à dire, bon, il faut faire un SPASER, je le fais, bon, ok. Les techniciens sont dans leur coin, le juriste ou le chef d'équipe ou celui qui va, ou le bureau d'études qui va le faire, est dans son coin. Sauf que quand on a une vraie valorisation de ce qui se fait par les services, qu'au lieu de dire, voilà ce qu'il faut faire, on valorise ce qui est fait et on prolonge ce qui est fait dans tel service pourrait servir de base à tel autre, c'est plus valorisant, les gens sont plus dynamiques, c'est plus du tout un truc subi, c'est un truc participatif. J'avais fait une vidéo sur comment ça s'était passé à Dunkerque, alors évidemment aucun exemple n'est parfait, hein, mais j'avais vu plusieurs exemples, et j'en ai accompagné, où on voit les gens être valorisés, des bonnes expériences ici ou là être étendues, et là tout d'un coup, on décloisonne pas d'un point de vue organisationnel, mais par la simple dynamique des choses et des gens. Mhm. Et d'ici à 2026, il y a énormément de cas, par exemple en commande publique, on va devoir intégrer les coûts carbone de certaines prestations, se fonder sur les indices de réparabilité, de durabilité, prendre en compte un coût énergétique associé à l'utilisation de tel ou tel logiciel. Bref, des choses où on sort d'une logique de pure clause de CCTP d'exécution de marché, mais qui nécessitent, tous les exemples que je viens d'évoquer, nécessitent de mettre tout le monde autour d'une table, alors surtout pas de réunion supplémentaire, mais de valoriser ce que font les uns les autres et de penser de manière un peu plus globale. Et le jour où on va commencer à passer vraiment sur un coût, non plus un critère prix, mais sur le coût de cycle de vie d'un produit, eh bien, il y aura les questions d'organisation de la réparabilité, il y aura les questions de réalité de ce que sera si on répare un bien, parce que si le bien est réparable et qu'on n'a pas le coût carbone de sa recréation, c'est super. Mais si on est dans des domaines où le bien, dans 4 ans, sera réparable, mais sera plus utilisable en réalité, on aura tout faux. Oui, mais là, dans ce cas-là, on a encore plus qu'autrefois besoin de mettre les services utilisateurs et les autres services autour de la table. Oui, mais si je répare et qu'il y aura une consommation énorme alors qu'on est sur des
consommation de type de biens qui baisse, est-ce que réellement on va faire tel ou tel choix, y compris d'achat aujourd'hui? Mais ne voyons pas ça comme un truc négatif. Je vois énormément de services, justement, et de collectivités, et à l'État aussi, dans une moindre mesure, où ce décloisonnement se fait. Et encore une fois, quand on parle de décloisonnement, on pense tous décloisonnement organisationnel, presque organigramme. Non, je parle d'organigramme là. Et sur ces exemples-là, par exemple, dans la commande publique, les choses sont très nettes, mais il n'y a pas que la commande publique. Oui, bien sûr. Clairement, mais il y a presque, enfin, on a des exemples, toi et moi, je veux dire, presque d'agents qui prennent les choses en main parce qu'il n'y a pas les. Mmh. Voilà, que cette exemplarité, elle est portée par un agent et puis finalement, la collectivité se met en route à partir voilà, d'une petite initiative d'agent. Je voulais le signaler parce que Ça c'est. nécessite une valorisation de ce qui est Ouais, fait. Ça ouais, nécessite plus d'horizontalité, de ouais. responsabilité. Et donc, de ce point de vue-là, il y a des tas de choses. Il y a un aspect comme interne aussi, hein, Ouais, clairement. nécessairement. On peut le C'est-à-dire, dire. dans le journal interne, ça peut être telle et telle bonne pratique d'un tel et d'un tel. Voilà comment on peut essayer de le transférer. Enfin, Hmm. voilà. Et en plus, ça peut réellement rendre le travail plus intéressant et valorisant pour les gens. Clairement, clairement. Donc, on l'a bien compris, tout ça ne concerne pas que la commande publique, on vient de le décliner, Tout en à fait. fait. Hein. Tout à fait. Je vais donner quelques autres exemples qui sont encore plus Ouais. nets. Dans l'actualité, on en parle beaucoup. C'est les zones à faible émission mobilité, hein, les fameuses ZFE. Euh, si tu as déjà essayé d'en mettre en œuvre, bon courage. Sur les livraisons, par exemple, sur le lien avec les autorités organisatrices de transport, les taxis, les VTC, les livreurs, les services voirie et enfance, tu es obligé en réalité d'avoir quelque chose de très transversal si tu veux que ta ZFE ne soit pas une immense catastrophe ou qu'elle ne soit pas trop ridiculement petite. Bien sûr. Autre exemple, beaucoup de collectivités travaillent sur la lutte contre la pollution lumineuse. Oui. Tu ne peux pas le faire sans travailler avec les services voirie. Tu ne peux pas le faire sans travailler avec les services de sécurité, la mise en place des réseaux. Alors, c'est les voisins vigilants, les machins, mais le volet sécurité, évidemment, est essentiel dès lors qu'il n'y a plus de lumière la nuit, déjà pour des raisons de stress des gens. Tu es obligé de travailler sur la pédagogie avec les habitants, mais aussi les services pour qu'ils soient des relais. Alors, on est en train de parler d'une politique de lutte contre la pollution lumineuse qui est un petit détail, mais voilà. Là où ça devient énorme, j'ai eu le plaisir de travailler à plusieurs reprises ou de lire des études ou d'échanger sur, par exemple, la politique de l'arbre en ville ou sur les villes basse température. Et là, évidemment, si je mets des arbres ici ou là, je vais changer mes politiques d'espace vert, mais je vais changer mes politiques de petite enfance, je vais changer l'organisation de ce que je vais mettre comme petite enfance. Oui, mais dans ce cas-là, si je mets des arbres au-dessus, je vais avoir des problèmes de risque de chute sur une tête d'enfant, donc je ne peux pas. Oui, mais alors, si j'ai besoin de remettre du logement social et que je densifie ma ville pour des raisons de ZAN et de loi SRU, je vais me retrouver à plus avoir de quoi faire mes forêts urbaines. Oui, sauf si je m'organise différemment, sauf si je travaille avec les services économiques pour identifier les zones, les friches dans lesquelles finalement je peux faire quelques éléments de zone, etc. Bref, on est obligé sur ces questions que je cite de décloisonner les services, la pensée de fonctionner autrement, mais c'est pas un enquiquinement. Enfin, je veux dire, les gens que je connais et qui bossent là-dessus et qui ont des trucs qui marchent, c'est qu'ils ont libéré des énergies, mobilisé tout le monde, mais ça peut être passionnant. Je prends un exemple tout bête. Dans le cas de la ville de Paris, il y a une étude passionnante, je m'en ai fait l'écho dans mon blog, et qui n'était pas à charge, hein, on n'était pas dans du Paris bashing, hein, mais qui regardait quel était le nombre non, c'était pas le cas de cette étude-là, voilà, c'est ça que je veux dire, et qui regardait le nombre d'intervenants pour l'entretien des arbres à Paris. Il y a certaines opérations qui nécessitaient jusqu'à 14 intervenants différents. Évidemment que ça ne peut pas bien fonctionner et ça pose des problèmes de coordination. Donc, c'est facile de dire il faut décloisonner comme je suis en train de le faire, mais il y a une spécialisation des tâches qui est également une condition d'efficacité. Donc, ce que je veux dire, c'est que la transition écologique et environnementale et la gestion des villes nécessite de décloisonner, de libérer les énergies, d'apporter la transversalité, sans pour autant que ça aboutisse à un grand bazar ou à des tâches trop spécialisées avec des magnifiques trucs comme ce que j'évoquais sur les arbres qui sont censés s'enchaîner et qui ne peuvent pas s'enchaîner quand tu as 14 intervenants différents. Et de ce point de vue-là, l'IA et certains éléments peuvent tout à fait nous aider. Faire des schémas pour identifier qui fait quoi et voir des doublons, des choses qui ne marchent pas bien. La modélisation managériale est passionnante. Donc, l'art du gestionnaire, du manager et de celui qui libère, qui enthousiasme les collaborateurs et libère des énergies
est déterminant pour réussir ceci. Bien sûr. Tu sais, ça me rappelle les débats sur l'interministérialité, qui est aussi un terme un peu barbare, Ah oui. voilà, voilà, etc. Et tout. Et donc, toi, tu penses effectivement qu'il faut décloisonner. Est-ce que dans les grandes écoles, on forme les têtes pensantes de l'administration territoriale, je veux dire, à cette nécessité du Bah, décloisonnement? c'était pas le cas de mon temps en tout cas, mais le montant remonte à il y a longtemps. Mais je suis persuadé, en tout cas, je vois beaucoup de cadres territoriaux ou de l'État qui travaillent à mettre en réseau un certain nombre de choses. Mhm. On peut contester ce que sont les évolutions dans les préfectures, la mise en réseau des politiques jeunesse, enfance, etc. Mais il y a eu quand même des démarches et deux, trois trucs qui vous se coordonnent un petit peu plus qu'avant. Bien Et sûr. dans le monde territorial, ça me semble très net, vraiment. Donc je ne sais pas s'ils l'apprennent, mais je pense qu'on le fait de plus en plus et que les gens sortent de leur silo, travail en silo, et que ça nécessite un enthousiasme managérial un peu transversal. Voilà. Puis à D'accord. finir, c'est bravo, bon courage et on y va. Voilà. Et cet enthousiasme, il est effectivement de plus en plus palpable. De toute façon, on a de moins en moins de choix, hein. J'ai l'impression quand même il faut avancer là-dessus Oui, voilà. et s'en sortiront ceux qui arriveront à relever ce défi. Merci Eric Landau pour toutes Merci ces... Stéphane, merci à toutes et à tous, au À très revoir. bientôt. Merci.